Donc nous allons sans tarder enchaîner avec les cerveaux, c'est comme ça que je les surnomme, des centaines de cadres d'ici et de la diaspora qui se sont donnés corps et âme pour travailler sur le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Et une fois ce projet-là réalisé, vous allez voir Benen Sénégal, Inch'Allah. Je vais laisser le professeur Daoudongom, qui est par ailleurs président du mouvement des cadres patriotes, MONCAP, avec toute son équipe, qui est aussi le président de la commission programme de la coalition Diomaye Président, vous présenter ce que les jeunes patriotes surnomment le projet. Aujourd'hui, c'est le projet qui est en train d'être célébré et le projet est porté par Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vous avez la parole. Merci beaucoup, El Malik. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier les leaders de la coalition Diomaye Président. Remercier également le président Sonko qui, en 2022, m'a fait confiance en me confiant la direction de l'élaboration du programme de notre parti pour les élections de 2024. Je voudrais également remercier le secrétaire général du parti, Bassirou Diomaye Faye, remercier tous les cadres. Sincèrement, ils ont très bien travaillé. Les 27 commissaires scientifiques du mouvement des cadres, les remercier. Remercier l'équipe dirigeante parce qu'il y avait un petit noyau constitué de Dr Amadou Bababo, qui est mon adjoint, mais également de coordinatrice de la section MONCAP de la diaspora, mais également qui est secrétaire national adjoint à la diaspora. C'est un honneur pour moi, aujourd'hui, devant ce public, mais devant ces leaders, de présenter le programme politique de la coalition Diomaye Président. El Malik l'a dit, c'est le projet. Le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais un peu expliquer le processus, par où on est passé pour en arriver aujourd'hui là. Je dois avouer que l'idée de rédiger un programme politique pour les élections de 2024 date de 2021. On en avait discuté avec la section MONCAP Diaspora, avec le secrétaire général Bassirou Diomaye Faye. Et c'est en septembre 2022 que nous avons démarré les travaux. Et en juillet 2023, on avait remis au président Ousmane Sonko le premier draft du programme, après avoir reçu plus de 160 livrables venant des équipes. Je dois dire que nous avons eu à enrôler 1400 cadres du Sénégal et de la diaspora, autour de 36 thématiques, avec 360 experts, avec un comité de lecture, un comité de pilotage qui avait un pôle coordination et un pôle suivi, mais également un comité de synthèse. Donc, les différentes étapes par lesquelles on est passé, c'est d'abord la phase de production, je l'ai dit, de septembre 2022 à avril 2023, avec les livrables. Ensuite, il y a eu une phase de lecture, c'est une équipe qui était chargée de lire et d'apporter des corrections dans les productions. Il y a également une phase de mobilisation des contributeurs externes, parce que nous, on pensait que les experts ne sont pas seulement au sein de PASTEF,
il y a des experts qui sont peut-être apolitiques. Et on a cherché à travers le pays des Sénégalais qui ont la compétence, mais qui ne sont pas politiques. Et on les a saisis pour leur dire, nous sommes en train de rédiger notre programme politique. Nous voudrions avoir des propositions dans votre domaine. Et donc, nous avons mobilisé ces contributeurs externes et nous sommes passés à la phase de synthèse en synthétisant ce que nos cadres ont produit et ce que les experts externes ont produit. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à vous présenter le projet. Le projet qui est composé d'une vision que je vais vous présenter, de 5 axes articulés autour de 15 orientations. La vision de la coalition Diomaye Président, c'est de faire du Sénégal une nation juste, prospère, souveraine, ancrée dans nos valeurs. Cette vision prône la nécessité de trouver les nouvelles voies de développement économique et social du Sénégal se fondant sur les valeurs que sont le travail, l'éthique et la fraternité. Et cette vision est déclinée autour de 5 grands axes. Le renouveau institutionnel et l'engagement africain, l'économie endogène et la souveraineté alimentaire, capital humain et qualité de vie, sciences, technologies, innovation et infrastructures durables, sécurité nationale et rayonnement international. Je dois dire que dans le cadre de cette présentation, j'ai choisi des points clés. Mais tout le programme, ce n'est pas possible de le présenter sur quelques minutes ou 1 heure de temps même. Et je vais commencer par le premier axe, qui est un axe très important, le renouveau institutionnel et l'engagement africain. Et la première orientation, c'est pour une réforme profonde des institutions et un engagement au service du Sénégal. Ces dernières années, nous avons vécu beaucoup de troubles qui sont généralement liés à l'hyper-présidentialisme. Nous avons un président qui est, j'ai l'habitude de dire, qu'il est plus puissant que les rois. Ce qu'il ose faire au Sénégal, Mohamed VI n'osait pas le faire au Maroc. Et c'est ce qui nous a amené à faire des propositions en termes de réformes institutionnelles. Mais je le répète, c'est une synthèse. Nous mettrons fin à la concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République en instituant sa responsabilité, sa révocabilité, son obligation de rendre des comptes. Nous initierons également des réformes afin que le président de la République, une fois élu, devra, s'il y a lieu, obligatoirement démissionner de son poste de président de parti politique. Heureusement, pour la coalition Diomaye Président, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Inch'Allah, le futur président n'est pas président d'un parti politique. Une autre proposition, c'est que nous instaurerons le poste de vice-président élu en tandem avec le président de la République et supprimerons le poste de Premier ministre. Et là, je dois avouer que les prérogatives, les responsabilités des deux têtes de l'exécutif seront clairement réparties et définies. Et des critères de composition de ce tandem, c'est qu'il ne doit pas y avoir de lien de parenté, de sang ou d'alliance. Et toujours par rapport aux réformes, nous adopterons une loi interdisant le cumul des mandats électifs pour les personnes en responsabilité au niveau du pouvoir exécutif ou législatif. La justice est un pan important pour nous parce qu'on a beaucoup souffert des décisions de justice ces dernières années. Et nous considérons qu'il faut une réforme profonde des institutions judiciaires. C'est ainsi que nous avons proposé une réforme du code pénal, du code de procédure pénale, pour l'indépendance de la justice et la sauvegarde des droits et libertés des citoyens. Toujours dans cette même veine,
nous avons proposé de transformer le Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle parce que nous considérons que le terme de conseil est anachronique. Et également, l'État a déjà créé le procureur financier. Nous renforcerons ce procureur financier également pour lutter contre la malgouvernance. Nous, du point de vue démocratique, nous réviserons et améliorerons le système électoral sénégalais. C'est à cet effet que nous proposerons le remplacement de la Commission électorale nationale autonome par une Commission électorale nationale indépendante qui ne dépendra plus du ministère de l'Intérieur. Mais également l'inscription automatique sur le fichier électoral dès la confection de la carte nationale d'identité. Et toujours dans le cadre de ces réformes, la bonne gouvernance occupe une place importante. Nous renforcerons la transparence dans la gestion des affaires publiques et instaurerons une culture de gestion axée sur les résultats, avec le détachement immédiat des corps de contrôle de la tutelle de l'exécutif. Je voudrais nommer l'inspection générale d'État. Et nous modifierons également la loi 2017-11 portant fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, toujours dans les réformes. Et nous voterons également une loi de protection des lanceurs d'alerte pour encourager la dénonciation prévue par la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Par rapport à la deuxième orientation pour une administration performante au service des Sénégalais, nous effectuerons un audit des effectifs et un profilage pour une rationalisation des ressources et une meilleure utilisation des compétences de l'administration. Nous généraliserons la digitalisation de l'administration. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais nous généraliserons la digitalisation de l'administration en dématérialisant toutes les procédures administratives régulières. Nous réformerons également le mode de recrutement des employés de l'administration publique en rendant le concours et l'appel à candidature systématique obligatoire. Et mieux, nous avons prévu pour certains postes, notamment les directeurs de sociétés parapubliques, mais également les directions générales de l'administration, que ces postes, le recrutement se fera par appel à candidature. Voilà résumé le premier axe. Le deuxième axe porte sur l'économie endogène et la souveraineté alimentaire, avec comme première orientation pour une économie performante, résiliente, sous-tendue par une gestion transparente des finances publiques. Là, je devrais dire que le système économique, le modèle économique que nous proposons, c'est un modèle endogène d'industrialisation par substitution aux importations, qui se construit prioritairement sur l'impératif d'un développement par l'industrialisation. Et ce modèle aura pour fondement l'agriculture, parce que nous considérons que si aujourd'hui le Sénégal peut se développer, on ne peut passer que par l'agriculture. Donc l'agriculture sera la rampe de lancement, l'industrie sera le relais et la finance au service du développement. Nous rationaliserons les dispositifs existants de financement de notre économie. La BNDE, le Fonds 6, le Fonds JIP, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Tous ces dispositifs, nous les rationaliserons, nous les fusionnerons par la création d'une seule et unique banque publique d'investissement. Nous affirmerons une approche de développement à partir de 8 pôles régionaux. Déjà, dans son ouvrage « Les territoires du développement », le président Ousmane Sonko avait identifié 8 pôles. Le premier, c'est le Sine Saloum, qui regroupe la région de Kaolack,
de Fatick et de Kaffrine. Le Baol, c'est l'actuelle région de Diourbel. La Casamance, qui va regrouper la région de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor. Le Waalo, la région de Saint-Louis et une partie de la région de Matam. Le Ferlo, qui est la zone sylvopastorale, regroupera la région de Louga et une partie de la région de Matam. Le Bundu, qui regroupe les régions de Tambacounda et de Kédougou. Et le Cayor, qui est l'actuelle région de Thiès. Et enfin, le Ndakaaru, qui correspond à la presqu'île du Cap-Vert. Également, pour une économie performante et résiliente, nous avons tranché la question de la monnaie. Nous mettrons en œuvre une réforme monétaire qui permettra à notre pays de se doter de sa propre monnaie. Et là, je devrais dire que la création d'une monnaie obéit à un certain nombre de critères que nous avons bien déclinés dans le programme. Autre réforme, la politique fiscale. Nous mènerons une politique fiscale novatrice, efficace, efficiente, et équitable et transparente, qui passe par le rétablissement de la confiance entre le contribuable et l'administration fiscale. La réduction des dépenses fiscales, nous réduirons les exonérations qui coûtent énormément à notre pays. Nous réduirons également la fraude et l'évasion fiscale. Et nous dématérialiserons les procédures fiscales. Nous développerons un secteur privé fort. Nous sommes pour le patriotisme économique. Nous sommes pour la priorité nationale. Nous formaliserons le secteur informel. Il y a des initiatives qui ont été prises depuis des années, mais aujourd'hui, il est nécessaire de passer à une vitesse supérieure parce que le secteur informel, c'est 90% des actifs du pays. Autre proposition, c'est par rapport à l'orientation pour un Sénégal prospère, avec le plein emploi productif, un travail décent pour tous, une réduction de la pauvreté sous toutes ses formes. Nous harmoniserons les agences gouvernementales autour de l'emploi. Il y en a beaucoup depuis 2000. Nous essayerons de faire une harmonisation au niveau de ces agences pour l'emploi des jeunes. Nous créerons une seule agence gouvernementale portant les politiques d'emploi qui sera dénommée la Grande Agence gouvernementale sur l'emploi et le travail. Nous mettrons en place, pour les jeunes toujours, un ambitieux programme d'accompagnement des jeunes diplômés. Ce programme, dénommé Gungé, comme accompagnement, sera implémenté par notre premier gouvernement afin d'accompagner l'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement technique et la formation professionnelle et promouvoir l'auto-emploi. Nous nous attellerons à la mise en place de la maison des entreprises régionales, mais également des espaces de coworking, des auto-entrepreneurs et la création d'un régime de protection et d'assurance sociale des entrepreneurs. Toujours pour cette orientation, nous lutterons contre la pauvreté, contre la vie chère, parce que le premier problème que les Sénégalais ont aujourd'hui, c'est la cherté de la vie. Pour vous donner un exemple, je lisais récemment un ouvrage de professeur Alain Arlot, Le succès du Sénégal, professeur Alain Arlot et Yves Dalmau, et il essayait de comparer un ouvrier sénégalais et un ouvrier chinois. Et il disait que l'ouvrier sénégalais, il gagne en moyenne 75 000, il travaille 160 heures. Cela veut dire qu'il a 470 francs par heure. Et cet ouvrier, pour acheter 1 kg de riz, parce que le riz c'est notre aliment de base, il est obligé de travailler 1 heure de temps. Et l'ouvrier chinois doit travailler seulement 9 minutes pour acheter le même kilo de riz. Et cet ouvrier sénégalais, pour acheter 1 kg de viande, il va falloir qu'il travaille pendant 10 heures de temps. C'est vous dire que la vie est excessivement chère dans notre pays et nous en faisons une priorité absolue.
Également, nous institutionnaliserons l'économie sociale et solidaire comme levier de développement durable, local, participatif et intégré au travers d'une approche projet et partenariat public-privé, et ceci passera par le projet d'appui au développement social local par l'économie sociale et solidaire. Nous créerons les conditions permettant de mettre en place une coopérative de crédit communautaire dans les 8 pôles qui sont déjà identifiés, ce qui permettrait aux adhérents d'être copropriétaires et de veiller à l'épanouissement de ce projet. Pour la 5e orientation, pour un secteur primaire qui garantit une sécurité alimentaire, une génération conséquente de devises pour l'économie nationale. Par rapport à l'agriculture, qui est pour nous le socle du développement, nous privilégierons un modèle de paysage agricole structuré autour des moyennes exploitations familiales modernisées, parce qu'il ne faudrait pas que nous tuions l'agriculture familiale. Avec une diversification des filières, comme l'apiculture, le maraîchage ou l'aviculture, capables d'améliorer et de stabiliser les sources de revenus. Nous engagerons une réforme agraire basée sur la sécurisation du foncier, parce que malheureusement, nos agriculteurs ne sont pas des propriétaires fonciers. Seuls 3,4% des agriculteurs sénégalais ont un acte de propriété. D'où la nécessité de réformer, de sécuriser le foncier, ce qui leur permettra peut-être de pouvoir accéder au crédit bancaire. Parce que, tenez-vous bien, seuls 7% de nos agriculteurs ont accès au crédit et seuls 0,42% ont accès au crédit bancaire. Ce qui montre qu'ils sont exclus du système. Et une autre réforme, c'est les coopératives. Nous considérons que les coopératives de producteurs, c'est très important. Et il faudra mettre en place des coopératives de producteurs avec des plateaux techniques partagés qui facilitera l'émergence d'entrepreneurs agriculteurs qui seront appuyés dans la formation, l'accès à la terre et l'aide financière à l'installation. Nous érigerons en priorité absolue la maîtrise des ressources en eau, parce que malheureusement, nous avons encore une agriculture sous pluie. Et si le Sénégal veut axer son agriculture sur la pluie qui est aléatoire, cela veut dire que nous n'arriverons jamais à développer notre agriculture. Pourtant, on a un potentiel d'irrigation extraordinaire. Le Sénégal est traversé par 3 fleuves, le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, le fleuve Casamance. Et nous avons un potentiel de 9 millions d'hectares de terres exploitables. Aujourd'hui, seuls les 4 millions sont exploités, mais pour exploiter le reste, il va falloir des aménagements hydrauliques, d'où l'importance de la maîtrise des ressources en eau qui devrait permettre une production agricole durant toute l'année. Mais également, nous avons pris l'engagement d'affecter 10% du budget national à l'agriculture. 10%, ce n'est pas gratuit. C'est conformément à la recommandation de l'Union africaine, l'engagement de Maputo puis de Malabo. Et nous réviserons la politique de développement des projets budgétivores et inefficaces, promouvant davantage des appuis budgétaires. Nous mettrons en place pour l'élevage un programme national de développement de la chaîne de valeur laitière. Il permettra d'améliorer la production laitière par l'insémination artificielle, parce qu'aujourd'hui, la facture laitière du Sénégal est très élevée. Nous mettrons en place un programme national d'appui à la chaîne de valeur avicole pour assurer une autonomie en œufs à couver et une meilleure capacité d'autosuffisance en volaille et en œufs. Nous mettrons en place un programme de développement et de modernisation des infrastructures et équipements d'abattage, de stockage et de transformation et de mise à marché. Par rapport au secteur de la pêche, un secteur aussi très important pour nous parce que nous considérons que le secteur tertiaire, primaire, l'agriculture, l'élevage et la pêche devraient être le socle de notre développement. La pêche, nous réserverons prioritairement la zone des 12 000 miles. Je crois que c'est 22 km environ, ou 24 km.
à l'exercice de la pêche artisanale. Parce qu'aujourd'hui, les bateaux étrangers sont en train de piller nos côtes avec les contrats de pêche. Et dans la littérature, on nous dit que ce que la pirogue artisanale pêche en un an, c'est ce que le bateau industriel peut pêcher en un jour. C'est des 4 pillards des fonds marins. Nous renforcerons également le dispositif de surveillance maritime, parce que c'est un problème pour nous autres Africains. On nous dit que seuls 20% des bateaux étrangers dans le littoral ouest déclarent leur position. Les gens ne connaissent pas leur position et on ne sait pas ce qu'ils font dans les fonds marins. Même s'ils déclarent qu'ils pêchent une seule espèce, les pêches accidentelles, c'est des quantités énormes encore. Et enfin, pour la pêche, nous suspendrons et évaluerons tous les accords de pêche de la zone économique exclusive et auditerons le pavillon sénégalais. Pour le développement du tissu industriel, basé sur la transformation de ce que nous produisons et la promotion des champions locaux, nous impulserons une industrialisation structurée, pérenne de l'économie sénégalaise, reposant sur un modèle inclusif et transversal. Nous essorerons pour chaque grand pôle régional des zones industrielles avec les prérequis, électricité, eau, moyens de communication, pour faciliter l'implantation et le développement des entreprises transformatrices. Et nous mettrons en place un plan d'accélération industrielle du Sénégal. Et je dois dire que l'industrie de la transformation agricole occupe une place très importante. Parce que la transformation de nos produits, ça ne fait même pas 20%. C'est entre 13 et 20%, d'après les chiffres. Quand vous allez dans un pays comme en Afrique du Sud, c'est 76%. Donc vous voyez nettement la différence. Ce qui fait que nous mettrons en place un plan d'accélération industrielle du Sénégal et nous ferons de la transformation des produits agricoles, des produits forestiers, des produits d'élevage, comme un levier de promotion du consommé local. Le troisième axe porte sur le capital humain et la qualité de vie. Et la première orientation de cet axe porte sur l'éducation. Une éducation de masse, de qualité accessible, performante et en parfaite adéquation avec le monde du travail. Et comme mesure, nous nous engageons à arriver à 0 abri provisoire en 2029. Aujourd'hui, nous avons encore 6 000 abris provisoires. Et la figure que vous voyez, c'est des types de bâtiments appelés UBM, et qui fait, pour un bâtiment de 4 classes, on peut construire ça en 24 heures pour un coût de 15 millions. Cela veut dire que nous avons le potentiel pour résorber les abris provisoires. Nous mettrons en place un ambitieux programme de recrutement d'enseignants pour résorber le gap au plus tard en 2029. D'après les standards de l'UNESCO, c'est un enseignant pour 45 élèves. Dans nos classes, nous dépassons largement ces standards. Nous généraliserons l'utilisation des langues nationales dans le système d'éducation et de formation. Parce que nous considérons qu'il faut apprendre dans sa langue. Nous renforcerons le programme d'appui à la modernisation des daara et procéderons à une cartographie participative exhaustive de l'ensemble des daara et écoles coraniques du Sénégal. Et nous construirons de nouveaux instituts spécialisés en vue d'assurer l'éducation de tous les enfants et jeunes en situation de handicap. Le handicap occupe une place importante dans notre programme politique. Nous redéfinirons le portefeuille de formation dans les universités publiques. Parce qu'on nous a toujours, peut-être c'est à tort, on nous a toujours accusé à l'université que nous formons des produits qui ne sont pas adaptés au marché de l'emploi. Donc, nous réorienterons les formations vers les besoins du secteur primaire, l'agriculture, l'élevage et la pêche, mais également du secteur secondaire, l'industrie.
Les enseignements portant sur le secteur tertiaire seront repensés en mettant l'accent sur le digital, le numérique, aujourd'hui, on dit que le numérique, c'est 5% du PIB mondial pour montrer son importance, les nouvelles technologies, l'entrepreneuriat et le leadership. Dans le domaine de l'éducation, toujours, nous résorberons le déficit en personnel pour les universités, en personnel d'enseignement et de recherche sur une période de 5 ans, par le recrutement massif de personnel d'enseignement et de recherche, afin d'amener le taux d'encadrement à un enseignant pour 30 à l'horizon 2029. Actuellement, le taux varie selon les universités, mais à l'UCAD, on est au moins à un enseignant pour 60 étudiants, ce qui constitue un vrai problème. Ce qui fait que pour l'UCAD, nous avons un programme spécial. Nous élaborerons et mettrons en œuvre un plan spécial de désengorgement de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui accueille aujourd'hui 60% de la population étudiantine du Sénégal. Et ce sont les autres universités, c'est l'UVS qui prend plus de 20% et les autres se partagent le reste. Mais pour cela, il va falloir augmenter la capacité d'accueil des universités régionales. Toujours par rapport à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle, nous mettrons en place des universités technologiques en rapport avec les 8 pôles de développement économique. Parce que malheureusement, nous formons aujourd'hui que des bacheliers littéraires. Si on vous dit 80% des bacheliers du Sénégal, c'est des bacheliers littéraires, ça veut dire que le mal est profond et qu'il va falloir réorienter. Nous renforcerons la carte nationale des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle en mettant l'emphase sur les formations professionnelles orientées vers l'exploitation des ressources dont dispose le pays. Je veux nommer le gaz, le pétrole, le tourisme, l'artisanat, la pêche, l'élevage et l'agriculture. Et nous ferons la promotion de la formation duale, parce que souvent on nous dit qu'on donne trop de connaissances théoriques, mais pas assez de compétences. Donc nous ferons la promotion des formations duales avec une partie pratique au moins 3/5 du temps en entreprise et la théorie à l'école. Et ce sera sous forme de partenariat entreprise-université avec des subventions d'impôts ou salariales pour les apprentis. Pour la 8e orientation, la santé. La santé qui est également un pan important. Comme j'ai l'habitude de le dire, un pays qui ne peut pas nourrir ses enfants, c'est l'agriculture, qui ne peut pas soigner sa population, c'est la santé, et qui ne peut pas éduquer ses enfants, c'est l'éducation, ne pourra jamais aspirer au développement. Donc la santé occupe une place importante dans notre programme. Et nous mettrons en place la couverture sanitaire universelle en lieu et place de la couverture maladie, parce que nous voudrons prendre en charge la prévention de la maladie. Nous généraliserons l'assurance maladie à toutes les personnes handicapées, titulaires de la carte d'égalité des chances, et nous proposerons un système de financement viable. Nous mettrons en place un programme spécial de résorption du déficit en équipement et matériel nécessaires à une bonne prise en charge des malades dans nos hôpitaux. Parce que les Sénégalais malades, parfois, sont évacués au Maroc. Les étudiants marocains viennent apprendre la médecine au Sénégal. Donc le problème, c'est les équipements qui font la différence. Nous lancerons dans le domaine de la santé des programmes très importants. Le premier, Khaleitei Magi Elek, qui est destiné aux enfants de 0 à 15 ans pour les soins promotionnels et préventifs organisés. Le deuxième, Keparu Magni, destiné aux personnes âgées, dont l'objectif est la mise en œuvre d'un plan national sur le vieillissement. Parce que nous sommes jeunes aujourd'hui, mais demain nous serons vieux. Et le troisième, c'est Tilabok. Tilabok, c'est destiné aux personnes vivant avec un handicap. Et il se focalisera sur l'appui et l'accompagnement des personnes à mobilité réduite et la dotation de cartes d'égalité des chances et d'accès aux soins pour ceux qui sont sans emploi. Nous prendrons des mesures de soutien aux femmes. L'autonomisation des femmes aussi occupe une place importante dans notre programme politique. Des mesures de soutien aux femmes entrepreneurs en jugulant les obstacles qui les empêchent de créer ou de développer des entreprises.
Nous lutterons contre les violences basées sur le genre. Nous garantirons l'accès des femmes à la propriété foncière et aux ressources naturelles. Moins de 5% des femmes accèdent à la terre. Et nous élargirons l'autorité parentale de la femme. Ces derniers temps, merci. Ces derniers temps, l'autorité parentale partagée fait débat et nous considérons que c'est un point important. Nous instituerons dans chaque département pour le handicap, l'autonomisation du handicap. Vous verrez que le handicap occupe une partie très très importante de notre programme. Nous instituerons dans chaque département un centre pour l'égalité des chances et sécuriserons le financement. Mais également, nous engagerons l'État, les collectivités territoriales et les organismes publics à respecter les normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans toute nouvelle construction d'édifices publics. Nous instituerons une allocation de compensation au handicap. Il s'agira d'une allocation spécifiquement dédiée aux personnes handicapées, distincte de la bourse de sécurité familiale, strictement encadrée et rattachée à la carte d'égalité des chances. Et dans le domaine de l'hydraulique, c'est-à-dire le 9e point, c'est pour un accès de tous les Sénégalais à l'eau, à l'assainissement, aux services énergétiques fiables et durables, mais à un coût abordable. Le Sénégal fait partie des pays en Afrique de l'Ouest où l'électricité est le plus chère. Pour l'hydraulique, pour l'hydraulique, nous garantirons la maîtrise des ressources en eau. Je vous le disais tout à l'heure, l'agriculture, la base, c'est la maîtrise des ressources en eau. Dans les régions sahéliennes arides du centre-nord, parce que nous envisageons reprendre d'anciens projets, notamment le canal du Cayor, le canal du Baol, le canal du Gandiol, le canal du Dandé-Mayo-Djeri et la relance du projet de revitalisation des vallées fossiles. Nous réviserons le transfert de la gestion des forages ruraux à des privés. En effet, la cession de l'hydraulique rurale a entraîné une hausse des prix de l'eau et des conflits récurrents entre les populations rurales et les concessionnaires. Nous qui sommes issus du milieu rural, moi je suis de Fissel-Mbadane, l'habitant de Fissel paye l'eau plus cher que le Dakarois. Parce que l'État, même l'électricité maintenant dans certaines zones rurales, pourquoi? Parce que c'est des concessionnaires qui achètent l'électricité à la Sénélec pour revendre aux communautés rurales, ce qui fait que le coût devient plus élevé. Tout ça, on y reviendra. Nous ferons de la lutte contre les inondations une priorité absolue. Ainsi, des solutions seront trouvées pour la gestion des eaux pluviales en zone habitée à l'échelle nationale, des communes à court, moyen et long terme. Pour l'énergie, nous relèverons le défi de l'accès à l'électricité à tous les Sénégalais. C'était un vœu pieux du PSE, Plan Sénégal émergent, qui avait projeté d'arriver à l'accès de tous à l'électricité en 2025. Nous sommes à 1 an de 2025 et on est très loin du compte. Si je prends toujours l'exemple du milieu rural, vous prenez une commune comme celle de Fissel, 28 villages, seule la moitié des villages sont électrifiés. Donc on est très loin du compte. Et dans ce cadre, on pourra exploiter les potentiels des sources d'énergie renouvelables. Le Sénégal a un énorme potentiel. Nous avons 4429 heures d'ensoleillement en 2023. La vitesse des vents dans le cordon littoral, c'est entre 5,6 et 6 mètres par seconde. Ce qui fait que nous avons un énorme potentiel dans les énergies renouvelables. Nous réorganiserons institutionnellement le secteur des hydrocarbures et renégocierons les contrats pour maximiser les revenus. Mais également, nous renforcerons la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen. Pour la 10e orientation, pour une gouvernance territoriale dans un environnement sain et l'accès à un habitat décent.
Nous mènerons une approche de l'aménagement du territoire articulée avec une vision économique, environnementale, sociale et culturelle. Mais également, nous avons décidé de redessiner la carte départementale, tout en maintenant bien sûr la départementalisation, mais également la carte communale, afin de tendre vers la mise en place de municipalités cohérentes et viables. Et ainsi, nous procéderons à des regroupements, à des remembrements, à des suppressions de communes, en veillant sur la base d'une approche participative et inclusive à la mise en place d'une carte des communes plus rationnelle. Et dans le domaine de l'habitat, nous renforcerons les deux grandes structures publiques existantes, la SNHLM et la SICAP, et ferons évoluer leur objet social, afin de leur assigner une mission unique d'intérêt public, la construction de logements en accession aidée et la construction et la gestion de logements locatifs social à loyer modéré. Mais nous n'oublions pas le milieu rural, parce que quand on parle d'habitat, on pense souvent au milieu urbain. Nous améliorerons l'habitat rural, le cadre de vie des villages et assurerons l'implantation des infrastructures de base. Et nous initierons une joint venture CDC, SICAP, SNHLM et les promoteurs privés pour s'orienter vers des méga aménagements des villes nouvelles, avec un règlement d'urbanisme clair et strict pour l'émergence de nouveaux pôles de développement à l'intérieur du pays. Nous mettrons en place, dans le domaine de l'environnement, une stratégie nationale de transition écologique et de développement durable. Et la gestion des déchets n'est pas en reste. Nous procéderons à la réhabilitation et à la modernisation de la décharge de Mbobos. Parce qu'au cours des discussions, les experts ont trouvé que déplacer Mbobos, c'était déplacer un problème. Et ce qui est plus pertinent, c'est de réhabiliter et de moderniser la décharge de Mbobos, qui accueille aujourd'hui 3300 tonnes de déchets par jour. À cet effet, il sera créé sur site un centre d'enfouissement technique moderne, couplé à une unité de production d'électricité. Une usine d'incinération des ordures ménagères sera également créée sur site. Nous renforcerons les capacités institutionnelles et techniques des institutions de conservation de la biodiversité. Parce que la biodiversité, c'est une économie. Mais malheureusement, nous ne valorisons pas assez notre biodiversité. Et toujours dans le domaine de l'environnement, le changement climatique occupe également une place importante et nous avons décidé de mettre en place un programme de résilience des territoires climat pour une gestion efficace des risques et catastrophes climatiques. Nous sommes en train aujourd'hui de voir les conséquences du changement climatique. Une protection des systèmes de production, agriculture, élevage, pêche, industrie et infrastructure. Aujourd'hui, nous avons une agriculture qui dépend à 95% de la pluie. Donc, les impacts du changement climatique se font ressentir dans cette activité agricole. Le quatrième axe porte sur sciences, technologies, innovation et infrastructures durables. Pour la recherche scientifique et l'innovation, nous avons décidé de réorganiser le système national de recherche et d'innovation technologique. À cet effet, il sera mis en place un conseil national de coordination et de concertation sur les questions de recherche. Nous remplacerons le fonds d'impulsion pour la recherche scientifique et technologique que le professeur Mary-Teuw Niane connaît très bien. Je dois dire que c'est une proposition sur laquelle il a vraiment insisté. Et ça me donne l'occasion, peut-être que j'avais oublié de le dire, avant la mise en place de cette coalition, nous avions déjà notre programme. Mais les leaders de la coalition ont grandement contribué à améliorer ce programme politique. Et le professeur Mary-Teuw Niane en est quelqu'un qui nous a aidés à améliorer le volet recherche scientifique, mais enseignement supérieur. Donc nous remplacerons ce fonds d'impulsion pour la recherche scientifique par
le Fonds national pour le développement de recherche et de l'innovation, le FNDRI, qui sera un fonds autonome doté d'un conseil d'administration et d'une gouvernance transparente. Parce que le fonds d'impulsion pour la recherche scientifique est doté chaque année, mais malheureusement, très peu, arrive à financer les projets de recherche. Nous impliquerons le secteur privé dans la définition et l'élaboration et la réalisation des programmes prioritaires de recherche. Parce que malheureusement, je parle toujours sous le contrôle du professeur Marito, malheureusement, nos programmes de recherche sont en majorité financés par l'étranger. Et on a dit qui finance commande. Nous avons des priorités de recherche, donc il va falloir que nous prenions en main le financement de notre recherche. Nous œuvrerons pour le numérique. Je vous disais l'importance du numérique. Nous œuvrerons à la mise à jour et l'harmonisation des cadres normatifs relatifs à l'économie numérique avec nos voisins, l'UEMOA et la CEDEAO, les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO, et à la confection d'un projet commun de protection des usagers africains du numérique. Nous relèverons un défi, le défi de l'accès Internet sur tout le territoire sénégalais. Nous doterons également le Sénégal d'une administration publique digitalisée, je l'avais déjà dit, surtout pour lutter contre la corruption dans l'administration publique. Nous nous engageons à mettre à niveau les infrastructures de transport, des infrastructures, et nous réadapterons et construirons des infrastructures de transport intégrées. Et nous mettrons en place le transport multimodal en intégrant les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes et aéroportuaires. Nous ferons de la sécurité du transport routier une priorité absolue pour diminuer la mortalité. Les experts nous disent qu'il y a 3 dimensions à prendre en compte, 3 piliers. L'environnement du véhicule, l'environnement, le véhicule, mais également l'organisation. Par rapport aux infrastructures et transports, nous développerons le transport maritime par la relance des bateaux-taxis. Nous renforcerons la flotte maritime de la liaison Dakar-Ziguinchor et Dakar-Foundiougne et nous créerons un lycée maritime technique. Nous créerons des aéropoles autour des aéroports internationaux de Saint-Louis, de Diass et de Ziguinchor. Et chaque aéropole sera constitué d'un complexe industriel, des installations et maintenance aéronautique, bien sûr, de centres de formation aéronautique, c'est-à-dire un lycée technique à vocation aéronautique et d'installations ludiques et commerciales. Enfin, le dernier axe porte sur la sécurité nationale et le rayonnement international. Sécurité nationale nous fait penser à la défense et à la sécurité. Nous assurerons un meilleur maillage du territoire national par la police et la gendarmerie pour garantir la sécurité de proximité par l'implantation de commissariats et de brigades d'arrondissement. Mais nous préserverons les fondamentaux identitaires de nos forces de défense et de sécurité avec un retour à l'orthodoxie militaire afin que ces FDS ne servent pas de police politique. Nous avons vécu dernièrement des événements douloureux avec des confrontations entre les forces de l'ordre et les jeunes Sénégalais. Nous améliorerons les capacités de réaction des sapeurs-pompiers, toujours dans le domaine de la sécurité, en cas de catastrophe, y compris la capacité de réponse aux catastrophes naturelles. Nous renforcerons le rôle du Centre des hautes études de défense et de sécurité et du service civique national pour juguler la perte de valeur engendrée par un déficit de civisme et de patriotisme. Mais également, dans le domaine du tourisme, de façon synthétique, nous promouvrons un tourisme intégré et ancré dans les territoires et les réalités. Et pour cela, la préservation de nos écosystèmes, de la biodiversité aideront à promouvoir l'écotourisme. Nous mettrons en œuvre de nouveaux plans touristiques articulés autour des niches vitales de l'économie nationale, c'est-à-dire le pétrole et le gaz que nous attendons impatiemment. Et nous élaborerons des projets et programmes
de provincialisation du tourisme. Nous valoriserons les 718 km de côtes et les nombreux plans d'eau, fleuve Casamance et Sénégal, lac Rose, lac de Guiers, via le tourisme balnéaire et l'écotourisme. Toujours pour la culture, nous soutiendrons efficacement les industries et les entreprises culturelles dans la création, la production, la diffusion, l'archivage des œuvres par la mise en place de mécanismes de financement et le renforcement des fonds déjà existants. Je veux nommer le fonds de promotion de l'industrie cinématographique, le fonds de développement des cultures urbaines, le fonds d'aide à l'édition et le fonds de soutien aux manifestations culturelles. Nous lancerons un grand programme en faveur de la création des contenus numériques, des contenus culturels numériques, en mettant l'emphase, par exemple, d'une part sur les arts graphiques, les arts photographiques et cinématographiques, et d'autre part sur les musiques traditionnelles et modernes. Nous mettrons en place un fonds de soutien à la mobilité internationale des artistes pour permettre notamment aux talents émergents de se rendre dans les festivals, les biennales, les expositions, les foires et salons en Afrique et dans le monde. Toujours dans le domaine de l'artisanat, nous mettrons en place un fonds d'appui du secteur de l'artisanat autour de 5 milliards par an pour le renforcement des capacités techniques et managériales des acteurs, ainsi que la modernisation des outils de travail. Certains me diront que c'est très ambitieux, mais nous intégrerons dans les procédures de la commande publique l'obligation de faire appel à l'artisanat 100% made in Sénégal, afin d'augmenter la part du marché des artisans dans la commande publique. Et nous mettrons en place un fonds de soutien à la mobilité internationale des artistes pour permettre notamment aux talents émergents de se rendre dans les festivals biennales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour le sport, enfin, c'est la dernière orientation pour une éducation physique populaire et un sport compétitif. Je dois dire que c'est un résumé, parce que notre programme sur le sport est beaucoup plus vaste que ça. Et nous considérons que le sport, comme le tourisme, comme l'artisanat, c'est une vitrine diplomatique. Nous mettrons en place le code du sport, parce que jusque-là, je parle sous le contrôle de l'expert, Madame John, le code du sport, parce que jusque-là, nous avons une charte, je crois, du sport. Et cela permettra de doter le secteur sportif sénégalais d'un cadre législatif prenant en compte les préoccupations liées à la pratique du sport. Nous développerons des installations sportives de proximité pour permettre à la population de renouer avec les activités sportives depuis le bas âge et assurer la continuité. Mais nous revaloriserons l'éducation physique et sportive et lui donnerons une véritable place dans le système éducatif sénégalais, compte tenu de sa contribution à la formation complète des élèves en sauvegardant leur équilibre. Toujours dans le domaine du sport, nous construirons des infrastructures sportives multidisciplinaires et durables dans chacun des 8 pôles régionaux de développement. Mais également, nous créerons des lycées d'excellence, sport, études, pour allier la réussite scolaire pour un avenir radieux et la réussite sportive. Dans ce cadre, nous identifierons et sélectionnerons un certain nombre de disciplines et leur octroierons un créneau horaire par niveau dès l'école primaire. Je viens de parcourir les 15 axes, mais quand vous déroulez un programme politique, il est important de dire quelles sont les modalités de financement. Les modalités de financement que nous avons identifiées. D'abord, nous avons fait un petit diagnostic de l'économie sénégalaise, un état des lieux et problématique du financement des politiques publiques au Sénégal. Et nous avons identifié des contraintes, notamment la faible capacité fiscale, la non-maîtrise de nos ressources naturelles, l'endettement chronique et mortifère. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle des économistes, nous sommes à plus de 13 000 milliards de dettes, 14 000 milliards. Et
Quand Wade partait en 2012, on était à 3 000 milliards. Moins de 3 000 milliards, 2 700 milliards. Il y a également la corruption endémique et la mauvaise gouvernance, le déficit d'infrastructures de qualité, la faiblesse de l'épargne intérieure, la faiblesse du coût exorbitant du financement des ménages par les banques locales, l'absence surtout de souveraineté monétaire. Après ce diagnostic, nous avons identifié les leviers de financement de l'action publique. De façon résumée, c'est des réformes fiscales et douanières. J'ai déjà parlé des réformes fiscales. De la monnaie, nous aurons notre propre monnaie. Des renégociations des contrats et des conventions, notamment dans le domaine des mines, des hydrocarbures, des marchés publics et de la concession des infrastructures. L'optimisation de l'efficacité des dépenses publiques, le transfert de la diaspora, mais également le partenariat public-privé. Mais d'autres leviers de financement de l'action publique, c'est les emprunts et obligations, le fonds de développement que nous créerons, un fonds de développement spécifique géré par la Banque publique d'investissement pour financer des projets clés de notre programme politique. La mobilisation des ressources naturelles, les investissements directs étrangers, l'économie numérique et l'innovation financière. Nous avons également identifié des leviers de financement de l'économie réelle et du secteur privé, qui passera forcément par le développement du secteur privé, mais également par la rationalisation institutionnelle des dispositifs publics de financement des entreprises par la création d'une seule et unique banque, je l'ai dit tantôt, la Banque publique d'investissement. Il faudrait l'assainissement de l'environnement des affaires, mais également nous avons décidé de créer le livre d'épargne du patriotisme économique et populaire qui sera mis en place pour les particuliers pour le financement de petites et moyennes entreprises locales. Je suis à la fin de ma présentation. Des